L'air matinal à St. Mary Mead était empreint de ce calme particulier au dimanche. Non pas un silence, mais une tranquillité stratifiée, ponctuée de faibles bruits domestiques. La cloche de l'église avait fini de sonner pour la deuxième fois, et le village était momentanément suspendu entre les devoirs de la foi et les plaisirs du rôti et du pudding. La fumée s'échappait des cheminées comme si elle hésitait à s'élever, et les haies brillaient faiblement après la brume matinale. Tout semblait immuablement parfait, comme une horloge parfaitement remontée et tic-taquant à un rythme satisfait. Pourtant, il y avait une hésitation particulière dans l'air, comme si le prochain tic-tac ne devait jamais venir. Une grive perchée sur la haie d'if du presbytère cessa de chanter au milieu d'une phrase, et le silence qui suivit était plus profond qu'auparavant. Puis, un petit bruit, une porte qui se refermait précipitamment, alors que l'heure invitait à la tranquillité. Madame Price Ridley, qui traversait la pelouse avec son livre de prière serré contre elle, comme s'il pouvait la protéger du mauvais temps ou du péché, le remarqua immédiatement. Ses yeux, aiguisés par des années de vigilance charitable, se tournèrent vers les marches du presbytère où la bicyclette du vicaire était appuyée de travers. Personne, pensa-t-elle avec une satisfaction grandissante, n'appuyait un vélo avec autant de négligence, à moins d'avoir l'esprit dérangé ou la conscience lourde. Elle ajusta son épingle à chapeau, hésita, puis se dirigea vers la porte du presbytère, dans l'espoir évident d'obtenir des éclaircissements moraux. Derrière elle, la postière et sa nièce émergèrent de la ruelle, parlant à voix basse, comme celles qui ne veulent pas commérer, mais dont la retenue même ajoute du piquant à la conversation. « Je l'ai entendu à 8h30, dit la postière. Une voix, pas vraiment en colère, mais étrange, comme quelqu'un qui lit à haute voix quelque chose de désagréable. Les yeux de sa nièce s'écarquillèrent. « Du presbytère, du jardin du presbytère, corrigea la femme, et toutes deux se tournèrent instinctivement vers le chemin menant au mur du cimetière. À l'intérieur de l'église, les derniers fidèles se dispersaient dans un murmure et le bruissement des feuilles de cantique. Le révérend Clément descendait l'allée, le visage aimable sillonné d'une inquiétude qu'il ne pouvait tout à fait nommer. Sa femme, Madame Clément, arrangeait les lys près des fonds baptismaux, le visage figé dans cette bienveillance patiente qui cache l'agacement face aux lacunes des bénévoles de la paroisse. « C'est étrange, » dit-elle en jetant un coup d'œil vers la porte ouverte. Il avait promis de sonner lui-même la cloche de la sacristie. Et pourtant, rien. Son mari haussa les sourcils. « Qui a promis ?»« Le sacristain. Il est sorti juste avant le sermon pour aller chercher quelque chose au presbytère. Il a dit qu'il ne serait pas long. » Le révérend acquiesça distraitement. Dehors, le soleil était apparu, éclairant le chemin qui menait du porche du cimetière aux marches du presbytère. C'était une image innocente, jusqu'à ce que l'on remarque, peut-être, que la porte du presbytère était légèrement entr'ouverte, la poignée en laiton captant la lumière comme un œil qui ne cligne pas. Miss Marple le remarqua. Elle fut parmi les dernières à quitter l'église, ses gants de dentelle soigneusement pliés avec le livre de cantique, le visage impassible, comme quelqu'un qui écoute une conversation intérieure. Elle s'arrêta un instant, considérant la porte ouverte et le vélo renversé. Dans la plupart des villages, pensa-t-elle, les vélos étaient renversés pour des raisons tout à fait innocentes. Mais à St. Mary Mead, les raisons avaient tendance à être plus complexes. Le chemin qui menait du cimetière aux marches du presbytère était ombragé par des sycomores, et l'air sous ceux-ci semblait étrangement immobile, comme s'il attendait quelque chose. Mademoiselle Marple ne s'approcha pas, car elle avait appris depuis longtemps que la curiosité à l'état pur pouvait être confondue avec de l'ingérence. Mais elle remarqua que Madame Price Ridley, arrivée à la porte, se tenait maintenant immobile.
Ses lèvres formaient un petit cercle de surprise. Puis vint le cri, pas fort, mais assez aigu pour couvrir le murmure des voix qui s'éloignaient. Il attira immédiatement les gens. Le révérend et sa femme arrivèrent les premiers, suivis de la postière, de sa nièce et un peu plus lentement, de mademoiselle Marple, dont le pas était assuré, mais le regard aiguisé. Sur les marches du presbytère gisait le sacristain, étendu de manière inconfortable, un bras tendu comme s'il voulait atteindre la poignée de la porte. Son chapeau avait roulé sur le chemin et à côté, à moitié écrasée dans le gravier, se trouvait une petite enveloppe blanche scellée à la cire rouge. Le révérend s'agenouilla immédiatement. « Mon Dieu, il est mort !» Ces mots semblaient presque apologétiques, comme si la mort sur les marches du presbytère constituait une violation du décorum paroissial. Madame Clement porta son mouchoir à ses lèvres. Quelqu'un eut le souffle coupé en sentant une légère odeur d'alcool. Quelqu'un d'autre murmura quelque chose à propos du cœur du sacristain. Mademoiselle Marple ne dit rien. Elle se contenta de regarder les marches, l'enveloppe, le vélo, la légère marque sur le gravier, comme si quelque chose avait été traîné, puis soigneusement remis en place. Ses yeux se déplaçaient lentement, embrassant la scène comme un jardinier étudie le mildiou, non pas avec horreur, mais avec une compréhension tranquille de son inévitabilité. Un agent de police fut appelé, suivi peu après par le docteur Haydock. Les villageois commencèrent à se rassembler petit à petit, comme une vague d'inquiétude. Des mots tels que « accident » et « effondrement » flottèrent brièvement, rapidement remplacés par des suggestions plus sombres. L'enveloppe, ouverte par le policier sous la supervision du révérend Clément, ne contenait qu'une seule page pliée, vierge. Cela, plus que le corps, semblait troubler les spectateurs. Le papier vierge a une connotation plus sinistre que n'importe quel mot écrit, la promesse de quelque chose de caché. Lorsque le docteur Haydock arriva, l'atmosphère du village avait changé. Le calme du matin s'était transformé en un silence pesant. Il examina brièvement le corps, le visage impassible, puis se leva et murmura quelque chose à l'agent de police. Le révérend, pâle et tremblant, se tourna vers les personnes présentes. « Je vous en prie, rentrez chez vous. Il n'y a plus rien à faire ici. » Les gens obéirent, bien que lentement. Madame Price Ridley partit la première, serrant son livre de prière comme pour calmer sa respiration. La postière la suivit, murmurant avec véhémence qu'elle avait toujours su. Mademoiselle Marple s'attarda près du portail. Elle remarqua, contrairement aux autres, qu'une des marches portait une légère tache sombre qui ne brillait que lorsque la lumière du soleil la frappait de côté. Ce n'était pas du sang, pas encore, mais quelque chose qui avait pu être renversé, puis essuyé. Son regard se porta vers la haie d'If, là où se trouvait le merle. Il avait disparu. Elle se retourna alors, son gant de dentelle effleurant légèrement le loquet en fer. L'air semblait différent, chargé, instable, comme un rideau qui bouge avant que la porte ne s'ouvre. Derrière elle, la cloche du clocher de l'église se mit à sonner midi. Le son retentit dans le village comme un appel, mesuré et inéluctable. Quelque part, invisible, une fenêtre se ferma. L'écho de la dernière cloche s'évanouit dans le silence, laissant l'air étrangement vide. Mademoiselle Marple resta près du portail, le regard tourné vers le presbytère où des ombres commençaient à s'accumuler sous le porche. La faible lueur sur la marche s'était estompée. La tache perdait déjà de sa définition, comme si le jour lui-même conspirait pour brouiller la vérité. Elle sentit s'installer le silence particulier qui accompagne l'évitement humain. Ce vide tranquille qui suit un choc dans un village, lorsque tout le monde fait semblant de revenir à la normale, mais tend l'oreille avec d'autant plus d'attention pour entendre un son qui l'expliquera. Le docteur Haydock
s'était déplacé vers le chemin de gravier, époussetant sa manche avec une impatience précise. « Une crise cardiaque, peut-être, » dit-il, s'adressant au constable, mais suffisamment fort pour que Madame Clement puisse l'entendre. Mais il y a quelque chose de curieux dans la rigidité de la main. Il a peut-être saisi quelque chose, puis l'a laissé tomber. « Le choc, sans doute, » murmura Madame Clement. C'était un homme nerveux. Elle regarda son mari pour obtenir confirmation, comme pour lui transférer le poids de son incrédulité. « N'est-ce pas, mon cher ?» Le révérend acquiesça machinalement, mais son regard resta fixé sur la porte vide. L'idée de la mort à son propre seuil semblait l'avoir frappé comme une accusation personnelle. « Il était fidèle, » dit-il doucement. « Toujours ponctuel, il n'oubliait jamais son devoir. » Mademoiselle Marple inclina la tête. « Et toujours si pointilleux à propos de ses marches, je m'en souviens. Il avait un jour réprimandé le jeune Tommy Drew pour avoir laissé des traces de boue après la répétition de la chorale. Sa voix était douce, mais son regard était intense. Curieux qu'il soit tombé juste là, parmi tous les endroits possibles. » Le docteur Haydock fronça les sourcils. « Vous avez vu quelque chose ?»« Seulement ce qu'on ne s'attend pas à voir, » répondit-elle vaguement, avant de s'écarter pour laisser les hommes soulever le corps. Alors qu'ils le transportaient, à travers la porte ouverte, l'enveloppe en papier flotta une fois dans la brise. Elle resta brièvement accrochée au coin de la marche avant d'être récupérée par le policier, qui la glissa soigneusement dans son carnet. Le seau s'était brisé lorsqu'il l'avait ouverte plus tôt. Sa légère trace rouge semblait étrangement vive maintenant sur sa manche sombre. Au moment où le corps fut déposé dans le petit bureau du presbytère, le village avait déjà commencé à retrouver lentement son calme. Les rideaux bougeaient, les portes se fermaient discrètement, les bouilloires étaient mises à chauffer, les réflexes habituels d'une communauté qui retrouvait la sécurité de la routine. Pourtant, derrière chaque geste, subsistait une excitation à demi contenue, nourrie par les spéculations. Madame Price Ridley fut la première à rassembler un public. À 3 heures, son salon sur la pelouse était devenu le centre d'une curiosité soigneusement dissimulée. Madame Bantry était là, pleine de sympathie et d'excitation contenue, et mademoiselle Hartnell était arrivée sous prétexte de rendre un livre emprunté. La conversation commença par des condoléances, plongea brièvement dans la consolation théologique, puis trouva rapidement sa profondeur dans la conjecture. « Il n'était pas en bonne santé, » dit Madame Bantry. « Le docteur Haydock me l'a dit lui-même le mois dernier. Une faiblesse cardiaque, je crois. » Madame Price Ridley renifla. « Plutôt une faiblesse morale. Je n'ai jamais fait confiance à un homme qui souriait trop à l'église. Et vous avez sûrement remarqué, ma chère, qu'il aimait bien boire un petit verre avant l'office du soir. » Mademoiselle Hartnell se pencha en avant avec empressement. « Vous insinuez ?»« Je n'insinue rien, » l'interrompit Madame Price Ridley, ce qui, dans le jargon du village, signifiait exactement le contraire. « Mais j'aimerais savoir ce qu'il faisait au presbytère si tôt, et qui il est allé voir. On dit qu'il y a eu une dispute. » « Une dispute ?» Avec le vicaire. À propos des fonds de la chorale, ou d'une clé manquante, je ne me souviens plus lequel. Il manque toujours quelque chose dans ce village. Pendant ce temps, ma mademoiselle Marple était assise tranquillement dans son salon, au bout de l'allée, son tricot posé sur ses genoux. À travers les rideaux de dentelle, elle pouvait voir le toit du presbytère scintiller faiblement entre les arbres. Le soleil de l'après-midi avait aplati les couleurs du village en une curieuse uniformité, comme pour lui rappeler à quel point la vie reprend facilement son apparence d'ordre. Elle avait vécu assez longtemps pour savoir que le désordre se manifeste rarement 2 fois. Elle songea au sacristain, à ses manières prudentes, à sa déférence envers Madame Clement, à son léger ressentiment envers le vicaire qui avait récemment pris en charge certaines tâches. Il y avait eu des tensions entre eux, subtiles, polies, tacites.
mais des tensions tout de même. Mademoiselle Marple se souvenait également qu'il avait été marguillé il y a des années, lors de l'incident déplaisant concernant les comptes de la paroisse, un incident que tout le monde faisait semblant d'avoir oublié. Un léger coup à la porte interrompit ses pensées. C'était la jeune Dorothy Drew, la fille du papetier, les joues rouges et les yeux brillants, avec une nouvelle à peine contenue. « On dit que la police arrive de Much Benham, commença-t-elle, essoufflée, et qu'il y aura une enquête. » Mademoiselle Marple sourit faiblement. « Eh bien, ma chère, il ne pourrait guère l'enterrer sans cela, n'est-ce pas ?» Dorothy hésita. « Mais ce n'est pas tout. Mon frère jure avoir vu quelqu'un près de la haie du presbytère juste avant que la cloche ne s'arrête. Un homme vêtu d'un manteau sombre, immobile. Quand il a regardé à nouveau, il avait disparu. C'est très observateur de sa part. Dis doucement, mademoiselle Marple. Bien que les yeux jeunes voient parfois ce que les yeux plus âgés ont manqué, et parfois l'inverse. » Après le départ de la jeune fille, mademoiselle Marple se leva et se dirigea vers son bureau. Elle y prit un petit carnet dans lequel elle consignait ses souvenirs insolites du village, ces détails insignifiants qui ne semblent jamais importants jusqu'à ce qu'ils le deviennent. Elle n'écrivit qu'une seule ligne. Enveloppe, vierge, symbole du silence. Puis elle referma le carnet et le rangea dans le tiroir. À 5 heures, le policier de Much Benham arriva, un homme trapu, d'une politesse prudente réservée aux notables et aux veuves de la paroisse. Il interrogea longuement le révérend Clément, prit des dépositions et examina les lieux avec une indifférence méthodique. Mais lorsqu'il arriva à l'enveloppe, son expression changea. « Rien n'est écrit, dites-vous? Aucune empreinte de stylo? C'est étrange de sceller une enveloppe vierge. » « C'est peut-être une erreur, » suggéra madame Clément. Il avait peut-être l'intention d'y mettre quelque chose plus tard. « Alors pourquoi la sceller ?» rétorqua-t-il, plus à lui-même qu'à elle. « Et pourquoi de la cire rouge? De nos jours, on utilise de la gomme. Cela fait très cérémonieux, si vous voulez mon avis. » Mademoiselle Marple était arrivée juste à temps pour entendre cette remarque. Elle ne dit rien, se contentant de le regarder remettre l'enveloppe dans sa sacoche. Son regard se porta sur la table du hall, où se trouvait un vase rempli de chrysanthèmes blancs. Une fleur était tombée, la tige cassée. Elle la souleva délicatement et la posa à côté. Le révérend la remercia distraitement, bien que sa main tremblât légèrement lorsqu'il le fit. « C'est affreux, mademoiselle Marple, affreux de penser qu'un homme puisse mourir devant votre porte. »« Oui, » dit-elle doucement, « mais parfois, vous savez, les portes s'ouvrent précisément là où elles le devraient. Ce n'est qu'à la tombée de la nuit qu'elle rentra chez elle, le village désormais enveloppé de ce calme particulier qui suit l'agitation, cette accalmie où la curiosité mûrit en certitude sans preuve. Au coin de la place, elle passa devant la fenêtre de madame Price Ridley et entendit le va-et-vient de voix animées. Plus loin, elle remarqua le jeune Tommy Drew, qui donnait des coups de pied dans le gravier près de la porte de l'église. Lorsqu'il la vit, il se figea. « Bonsoir, Tommy, » dit-elle gentiment. « Tu étais près du presbytère aujourd'hui. » Il hésita, puis acquiesça. « Juste après que ça se soit passé, mademoiselle. J'ai vu un gant dans la haie, un gant d'homme, en cuir marron. Mais quand je suis revenu le chercher, il avait disparu. » Les yeux de mademoiselle Marple se posèrent sur lui, calmes et impénétrables. « Les gants sont des objets si pratiques, » murmura-t-elle. « Ils gardent les secrets aussi bien que les mains. » Lorsqu'elle arriva à sa porte, la première étoile était apparue, faible mais inébranlable. Elle s'arrêta avant d'entrer, jetant un dernier regard vers le presbytère où une lumière brillait encore dans la fenêtre du bureau. La journée s'était terminée comme elle avait commencé, paisible, ordonnée, respectable. Pourtant, dans cette symétrie ordonnée, il y avait une faille, petite mais irréversible. Pour la première fois de la soirée, elle se permit de froncer les sourcils.
La main du sacristain, avait dit le docteur Haydock, était rigide, comme s'il avait saisi quelque chose. Mais personne n'avait mentionné l'avoir trouvée. La pensée de la main raide du sacristain restait dans l'esprit de mademoiselle Marple, comme un fil légèrement tiré du tissage d'un tapis. Quelque chose de petit, mais qui, à coup sûr, défait un motif plus grand si on tire dessus. La lumière dans le bureau du presbytère était toujours allumée lorsqu'elle ferma ses rideaux. De l'autre côté de la ruelle, des silhouettes bougeaient à travers la fenêtre, le policier discutant avec le docteur Haydock, Madame Clement assise, raide comme un portrait, et le révérend qui faisait les 100 pas, les mains jointes derrière le dos. Pour tout passant, il s'agissait simplement d'une famille bouleversée par une tragédie. Pourtant, mademoiselle Marple avait appris depuis longtemps que le chagrin, tout comme la politesse, dissimule souvent d'autres troubles. On frappa à sa porte alors qu'elle se préparait à se coucher. C'était madame Bantry, essoufflée et débordante d'une excitation qu'elle décrirait plus tard, comme un besoin impérieux de parler. « Ma chère Jane, j'espère ne pas vous déranger, mais vraiment, on ne peut pas dormir avec tout ce qui se passe pratiquement devant notre porte. » Elle se glissa dans le salon, retirant ses gants comme si elle s'installait pour une conversation confidentielle. « Avez-vous entendu la dernière nouvelle ? » « Ils ont trouvé autre chose. » Mademoiselle Marple versa le thé machinalement. « Trouvé ? » « Un bout de papier, déchiré, m'a-t-on dit, provenant de la poubelle du presbytère. Quelque chose à propos d'une collecte, ou peut-être d'une confession, les détails sont confus. Le docteur Haydock avait l'air assez sombre, et le policier l'a emporté comme s'il risquait d'exploser. Les doigts de mademoiselle Marple s'arrêtèrent brièvement sur la théière. « Une confession » répéta-t-elle. « C'est un mot plutôt théâtral. Vous ne trouvez pas ? À St. Mary Mead, nous préférons généralement « explication » ou « note ». Oh, mais c'est justement ça. Madame Bantry se pencha en avant, ravie. Apparemment, ce n'était pas l'écriture du sacristain. C'est le révérend lui-même qui l'a dit. Mademoiselle Marple sourit faiblement. Quelle perspicacité de sa part. Madame Bantry cligna des yeux. Vous trouvez cela étrange ? Je trouve cela intéressant, répondit doucement mademoiselle Marple. Lorsque les gens identifient rapidement une écriture, ils se souviennent généralement de la peur et non du stylo. Dehors, le vent s'était levé, balayant le toit de chaume et faisant grincer faiblement le portail du jardin. Il transportait un léger parfum de pluie et quelque chose de plus vif, l'air des secrets troublés. Au matin, le village avait retrouvé son calme avec une rapidité remarquable. La postière avait rouvert son guichet. Le laitier livrait son lait avec la gravité discrète qui convenait à une communauté sous surveillance. Pourtant, sous cette routine, palpitait une énergie nerveuse, une soif de nouvelles informations déguisée en préoccupation morale. À la boulangerie, mademoiselle Hartnell exposait déjà sa théorie selon laquelle le sacristain avait été victime d'un chantage lié à une vieille disgrâce. Vous vous souvenez de cette histoire avec les livres de cantiques, insista-t-elle. Il en manquait 2. Cela a peut-être pesé sur sa conscience. Cela aurait pesé sur sa réputation, corrigea froidement madame Price Ridley. Et chez les hommes de caractère faible, la réputation s'avère souvent fatale. Mademoiselle Marple entra à ce moment-là et les salua aimablement. Elle commanda 2 petits pains de Bath et écouta leur théorie, vol, amour interdit, jeu d'argent secret. Chaque explication en disait plus long sur celui qui la formulait que sur le sacristain. Lorsqu'elles s'interrompirent pour lui demander son avis, elle ne donna aucune réponse. Elle évoqua plutôt le temps, anormalement chaud pour un mois de mars, et prit congé avec un petit sourire qui les déstabilisa davantage que n'importe quelle discussion. Au presbytère, le policier de Much Benham terminait sa 2e série de questions.
C'était un homme méthodique, mais mademoiselle Marple remarqua que son attention se détournait chaque fois que madame Clement parlait. Peu d'hommes, pensait-elle, pouvaient résister à son autorité douce. Encore moins se rendaient compte à quel point elle l'utilisait habilement. « Je ne comprends pas pourquoi le pauvre monsieur Ralston est sorti si tôt, » dit madame Clement d'une voix tremblante, mais précise. Il n'avait aucune raison d'être au presbytère avant le service. À moins, bien sûr, qu'il ait voulu aller chercher quelque chose pour le coffre-fort de l'église. Il était toujours très consciencieux avec ses clés. De quelles clés s'agit-il, madame? Le tronc, la sacristie et le meuble à musique. Quelqu'un d'autre y avait-il accès? Le révérend intervint d'un ton inhabituellement sec. Naturellement, le vicaire y a accès. Mais je ne vois pas... Le policier tout sauta. C'est juste la routine, monsieur. C'est la procédure pour établir l'opportunité. Mademoiselle Marple, qui était entrée discrètement pour livrer un pot de marmelade maison, une course qu'elle trouvait infiniment pratique en période d'enquête, observa l'échange avec une attention modérée. Le vicaire, M. Pritchard, se tenait près de la fenêtre, pâle et agité. Son col était mal ajusté et il évitait le regard de tout le monde. Une fois le policier parti, le silence dans la pièce s'épaissit. Madame Clement s'affairait à nouveau autour du vase de chrysanthème, bien que l'une des fleurs commençait déjà à brunir sur les bords. « C'est affreux, » murmura-t-elle. « Une telle chose se produire ici, parmi tous les endroits possibles, et les ragots ont déjà commencé. » Mademoiselle Marple sourit gentiment. « Oh, ma chère, les ragots ne sont que la nature humaine qui s'amuse. Ils meurent généralement d'ennui, à moins que quelque chose ne les entretienne. » M. Pritchard se retourna brusquement. « Il ne devrait pas exister du tout. Cet homme est mort de cause naturelle, le docteur Haydock l'a dit. » « Vraiment ?» Mademoiselle Marple pencha la tête. « Les médecins sont des gens très sensés, mais parfois, ils ne voient que le corps, pas l'histoire qui l'entoure. » Il rougit. « Vous voulez dire les soupçons ? » « Je veux dire la vie, monsieur Pritchard. Nous sommes tous, d'une manière ou d'une autre, les auteurs de nos propres petits mystères. » Quand elle quitta le presbytère, l'atmosphère avait de nouveau changé. Elle était plus légère, mais avec une pointe de vigilance. Une comptine d'enfants flottait faiblement depuis la pelouse, son rythme étrangement en décalage avec l'ambiance de la journée. Au coin de la rue, elle croisa le docteur Haydock, qui fermait sa voiture à clé. Il avait l'air fatigué, l'air troublé. « Vous avez posé des questions, Jane, » dit-il avec un faux reproche. « J'ai écouté, » le corrigea-t-elle. « Poser des questions suggère une certitude. » Il hésita, puis soupira. « Entre nous, il y a quelque chose qui cloche. La lividité ne correspond pas à un simple évanouissement, et il y a des résidus, faible, mais suffisant pour me faire me demander s'il a pris quelque chose, ou si on lui a donné. Accidentellement? Je ne peux pas l'exclure, je ne peux rien affirmer non plus. Mais le révérend est inquiet. Il y a plus dans cette maison que des livres de cantiques et de la bienveillance. » Elle le remercia et rentra lentement chez elle, sa parasol tapotant légèrement le chemin. En passant devant la porte du presbytère, elle remarqua que le vélo était toujours appuyé contre la haie, sa chaîne légèrement graissée mais poussiéreuse près de la jante, comme s'il avait été déplacé puis remis à sa place. Dans son salon, elle reprit son tricot, mais ses aiguilles bougeaient distraitement. Le motif, autrefois simple, s'en mêlait désormais dans son esprit comme une phrase dont elle ne se souvenait qu'à moitié. Il y avait l'enveloppe, vierge mais scellée, la main du sacristain, rigide mais vide, la nervosité du vicaire et l'insistance de madame Clement sur les convenances, qui frôlait un peu trop la comédie. Elle écrivit une note supplémentaire dans son petit carnet. Clé, confiance, apparence. Puis elle souligna 2 fois le dernier mot. Dehors, la lumière du soir se répandait sur la pelouse.
La fenêtre du presbytère s'illumina à nouveau, mais cette fois, les rideaux restèrent tirés. Pendant un instant, elle crut voir un mouvement, une ombre passant derrière le tissu. Mais ce n'était peut-être qu'un reflet. Elle posa son tricot et tendit l'oreille. Quelque part, faible et irrégulier, elle entendit le bruit de pas sur le gravier. Pas précipité, mais délibéré, s'éloignant du presbytère vers l'allée du vicariat. Lorsqu'ils s'estompèrent, le village sembla retenir son souffle. Mademoiselle Marple se leva et regarda l'horloge de la cheminée. Les aiguilles s'étaient légèrement arrêtées entre deux tic-tac, comme si elles hésitaient sur le prochain battement. L'hésitation du balancier de l'horloge semblait résonner dans toute la maison. Mademoiselle Marple resta immobile, écoutant le silence fragile qui suivait le silence des pas. Dehors, le soir s'était transformé en ce calme particulier, au petit village, celui qui résonne de conversations retenues. Elle écarta un peu plus le rideau et vit que la lampe, au-dessus de la porte du presbytère, brillait faiblement dans la pénombre. Son cercle de lumière tombait précisément sur les marches où le sacristain était mort. Elle pensa, avec un frisson discret, que les gens laissaient souvent les lumières allumées, non pas pour éclairer, mais pour obtenir l'absolution. Cela réconfortait les vivants de penser que la lumière pouvait racheter ce que l'obscurité avait pris. Le lendemain matin, un vent humide soufflait et l'air était tendu. À 9 heures, St. Mary Mead reprenait son rythme habituel, avec une efficacité tranquille, comme si la mort de la veille n'avait été qu'un accident fâcheux, arrangé soigneusement dans les annales du village. La postière était de nouveau derrière son comptoir, et le laitier s'était mis à siffler, avec une gaieté forcée. Pourtant, la précision même de ses gestes trahissait un certain malaise. Tout le monde faisait semblant de reprendre le rythme, alors que personne n'avait oublié la pause. Le premier visiteur de Mademoiselle Marple fut M. Pritchard, le vicaire. Il arriva pâle, le chapeau à la main, ses chaussures couvertes de la fine poussière du chemin de l'église. « J'espère que je ne vous dérange pas, Mademoiselle Marple, » commença-t-il, avec cette politesse anxieuse propre aux coupables et aux personnes trop consciencieuses. « Pas du tout, Monsieur Pritchard. Vous avez l'air fatigué. Du thé ?» Il accepta avec un soulagement visible, se perchant sur le bord de sa chaise comme un homme qui craint que s'asseoir trop longtemps puisse impliquer une certaine confiance. « Je voulais vous remercier, » dit-il maladroitement, « pour votre gentillesse hier. Madame Clement a mentionné à quel point votre présence avait été rassurante. » Mademoiselle Marple sourit. Il est surprenant de voir à quel point la stabilité peut être confondue avec la curiosité. Il eut un rire nerveux. « Oh, je ne voulais pas dire, bien sûr que non. C'est juste que le recteur a pris ce décès très à cœur. On parle maintenant d'un mémorial, même si l'on pourrait penser que c'est prématuré tant que nous ne savons pas exactement ce qui s'est passé. » Elle le regarda par-dessus sa tasse de thé. « Et que pensez-vous qu'il se soit passé ?» Le jeune homme hésita, puis haussa les épaules. « Je suppose que je pense comme tout le monde. Une crise soudaine, peut-être provoquée par l'excitation ou le stress. » L'excitation ? Les marches du presbytère ne sont généralement pas un lieu d'exaltation. Il serra les doigts sur le bord de son chapeau. Non, bien sûr que non. Mais il était troublé. Il manquait des comptes dans les fonds de l'Église. Il se sentait responsable. Je lui ai dit hier encore que cette différence pouvait s'expliquer. Vraiment ? Son regard se détourna. Pas encore tout à fait, mais je vais trouver les registres. Il se leva brusquement, murmurant qu'il devait se rendre au presbytère pour une réunion avec le constable. Mademoiselle Marple le regarda partir, pensive. L'agitation du vicaire n'était pas seulement due à la nervosité de la jeunesse, c'était le malaise d'un homme jouant un rôle dont il ne comprenait pas tout à fait le scénario. En milieu de matinée, le constable de Much Benham était effectivement revenu.
apportant avec lui un petit carnet noir et une expression de satisfaction qui suggérait qu'il avait trouvé quelque chose. Il se rendit directement au presbytère, où le révérend Clément l'attendait dans son bureau. Madame Clément l'accueillit avec l'hospitalité vive de quelqu'un qui jongle entre le choc et la bienséance. « J'espère que cela ne va pas s'éterniser, agent », dit-elle en versant le café avec une politesse exagérée. Le village a tellement tendance à exagérer. D'ici la semaine prochaine, ils auront assassiné 3 fois le pauvre monsieur Ralston. L'agent sourit maladroitement. Il y a toujours des rumeurs, madame, mais dans cette affaire, j'aimerais clarifier 1 ou 2 petits points. Cette lettre, celle qui était vierge, je l'ai fait analyser. Il y avait une trace de résidu de cire à l'intérieur du pli. Quelqu'un l'a scellée 2 fois. 2 fois? Le révérend Clément fronça les sourcils. Vous voulez dire qu'elle a été ouverte et recellée. Plus probablement mal scellée la première fois. Mais il y a autre chose, de légères traces de crayon, effacées. Cela pourrait être des chiffres. Nous devrons vérifier les comptes de l'Église. Madame Clément se raidit. Vous ne sous-entendez tout de même pas qu'il s'agit d'un vol. Rien de tel, madame. Simplement de la rigueur. Dans le hall, on entendit le léger craquement d'une planche. Les pas légers et délibérés de mademoiselle Marple. Elle était arrivée avec un petit bouquet de pois de senteur pour madame Clément. Sa présence, comme toujours, une assurance tacite que la conscience du village était toujours à l'œuvre. « Quelle charmante matinée !» dit-elle en jetant un coup d'œil au papier sur le bureau du recteur. « Mais j'imagine que les gens s'intéressent davantage au registre comptable qu'à la météo aujourd'hui. » Le policier leva les yeux, mi-souriant, mi-méfiant. « Bonjour, mademoiselle Marple. Vous avez entendu parler des comptes, alors ?»« J'ai entendu dire que des chiffres avaient été effacés, » répondit-elle doucement. « Et c'est presque aussi intéressant que les chiffres écrits. » Madame Clément poussa un léger soupir d'irritation, dissimulé sous un air fatigué. « Jane, vraiment ?» Mademoiselle Marple se tourna vers elle avec une douce sympathie. « Ma chère, pardonnez-moi. Je suis sûr que toute cette discussion doit être pénible, mais ces petits détails ont tendance à s'assembler pour former des schémas, et on apprend à remarquer les points qui ont été défaits. » Le révérend semblait hésiter entre le malaise et le soulagement. S'il y a une irrégularité, elle doit être corrigée. Le pauvre Ralston n'aurait pas voulu que les soupçons persistent. En effet, dit mademoiselle Marple doucement, il est curieux cependant de constater que ceux qui souhaitent le moins que les soupçons persistent sont souvent ceux auxquels ils s'accrochent le plus longtemps. À midi, la rumeur des comptes irréguliers s'était déjà répandue dans le village. Madame Price Ridley déclara que c'était inévitable et mademoiselle Hartnell se dit pas du tout surprise. La postière dit à 2 clients que certaines personnes vivaient au-dessus de leurs moyens et lorsque le laitier arriva au bout de sa tournée, le détournement de fonds supposé du sacristain avait pris des proportions quasi légendaires. Cet après-midi-là, mademoiselle Marple se rendit au cimetière, officiellement pour nettoyer une tombe. L'air sentait légèrement la pierre humide et le lilas. Derrière la haie d'if, elle pouvait entendre des voix, le ton rude du policier et les réponses tendues du vicaire. « C'est la procédure, monsieur. Vous dites que vous étiez dans la sacristie à 8h30. Quelqu'un vous a vu ? » ?»« Non. Je rangeais les livres de cantiques. »« Seul. Vous n'avez donc rien entendu, pas de voix à l'extérieur. Seulement la cloche, et puis... rien. Et vous n'avez pas remarqué le sacristain qui remontait l'allée ? » Une pause. « Non, » répondit le vicaire, trop rapidement. Miss Marple se baissa et coupa une tige qui n'avait pas besoin d'être coupée. Lorsqu'elle se redressa, les hommes avaient disparu, leurs voix emportées par le vent. Elle se tourna vers les marches du presbytère. La légère tache avait séché sur la pierre, plus sombre à présent, moins distincte.
la marque de quelque chose qui avait été essuyé, mais dont le contour persistait. Au-dessus, la porte était ouverte, révélant une bande de couloir ombragé. À l'intérieur, une horloge sonna la demi-heure. Elle s'approcha, examinant le bord de la marche où la main du sacristain était tombée. Il y avait une petite rainure dans la pierre, rien d'inhabituel peut-être, mais à l'intérieur, un morceau de quelque chose de pâle attira son attention. Elle s'accroupit prudemment et le souleva avec son mouchoir. Un fragment de fil, fin, lisse, brun rougeâtre. Il ne provenait pas du manteau de laine uni du sacristain. Elle plia soigneusement le mouchoir, le glissa dans son réticule et se redressa. Quelque part près du presbytère, une voix l'appela, suivie du claquement d'une porte. L'expression de mademoiselle Marple s'adoucit, presque compatissante. « Une si petite chose », murmura-t-elle pour elle-même. Et pourtant, ce sont les petites choses qui font trébucher les gens lorsqu'ils croient que le chemin est dégagé. La cloche du presbytère sonna soudainement, forte, insistante, discordante. Elle se retourna et vit madame Clement encadrée dans l'embrasure de la porte, le visage impassible, les yeux brillants d'une énergie qui pouvait être nerveuse ou indignée. « Oh, mademoiselle Marple, vous m'avez fait peur. J'étais en train d'appeler le policier. Il y a eu un autre incident. Quelque chose a disparu. » Mademoiselle Marple s'approcha doucement. « Disparu ? La clé de l'offertoire. Elle était sur la table du hall hier soir. Maintenant, elle a disparu. » Les yeux de mademoiselle Marple se posèrent sur la même table, sur l'espace vide où aurait dû se trouver la clé, et où, la veille, reposait une seule chrysanthème tombée. L'espace vide sur la table du hall semblait posséder une autorité tranquille, comme si l'absence elle-même était devenue un témoin. Madame Clement se tenait à côté, la main appuyée à plat sur la surface polie, les yeux brillants d'un mélange d'irritation et d'inquiétude. « Elle a dû être prise ce matin », insista-t-elle. « Personne d'autre n'est entré dans la maison depuis le départ du policier. » Le policier, qui était revenu à sa demande, se dandinait nerveusement. « Il a pu glisser derrière la plainte », suggéra-t-il sans conviction, et il se mit immédiatement à tapoter le parquet, comme si le fait de chercher pouvait le dégager de sa responsabilité de ne pas l'avoir trouvé plus tôt. Mademoiselle Marple, qui se tenait un peu à l'écart, observait la scène avec un calme patient. Elle avait appris que les personnes en détresse parlent souvent, non pas pour s'expliquer, mais pour préserver une certaine géométrie morale, un arrangement des apparences qui maintient la culpabilité à une distance raisonnable. « La clé ouvrait le tronc, je suppose, » dit-elle doucement. « Oui, » répondit madame Clement rapidement, trop rapidement. « Mais il n'y a rien dedans pour l'instant. La dernière collecte a déjà été comptée et déposée. »« Par le sacristain ?»« Par mon mari ?» corrigea-t-elle presque sèchement. « Monsieur Ralston n'en a été que témoin. » Le révérend Clément entra à ce moment-là, le visage plus pâle que d'habitude, l'expression soigneusement composée. « Qu'est-ce que c'est que cette histoire de clé, ma chère ?» Elle se tourna vers lui avec un léger tremblement de soulagement. « Elle a disparu, Henry. Elle a tout simplement disparu. » Il fronça les sourcils, puis regarda mademoiselle Marple. « Cela n'a sûrement aucune importance. Elle réapparaîtra dans un tiroir. Peut-être, » acquiesça-t-elle doucement. Mais les clés, comme les secrets, ont malheureusement tendance à disparaître uniquement lorsqu'il y a quelque chose d'intéressant à trouver derrière la serrure. Le policier se redressa maladroitement. « Nous allons fouiller à nouveau le bureau, monsieur. Pour la forme. »« Faites donc, » dit le révérend d'un ton las. « Nous ne pouvons pas nous permettre un autre scandale. » Mademoiselle Marple les suivit dans le bureau. L'air était étouffant, avec une légère odeur de cire de bougie et de papier humide. L'enveloppe, vierge, reposait à nouveau sur le bureau où elle avait été replacée après inspection, petit carré de silence
au milieu du désordre. Sur la cheminée, au-dessus, se trouvait une photo de la chorale paroissiale. Parmi eux, le sacristain, soigné et solennel, tenant son livre de cantiques avec la gravité d'un homme gardant les Écritures elles-mêmes. Le fouillage du policier souleva un nuage de poussière et plusieurs fragments de papier. « Il n'y a rien ici, mademoiselle, à part, eh bien, ceci. » Il brandit un petit jeton en laiton, terni et tordu. Trouvé sous le tapis. Madame Clément l'examina attentivement. « Oh, cela vient sûrement de la brocante de l'église. Ce sont de vieux jetons de communion, n'est-ce pas ?» Mademoiselle Marple le prit délicatement entre ses doigts. « Curieux, » murmura-t-elle. « Celui-ci a été poli récemment et manipulé assez souvent. Peut-être plus pour sa valeur sentimentale que pour sa valeur marchande. » « Il appartenait peut-être au sacristain, » suggéra le policier. « Peut-être, » répéta-t-elle en le tournant dans la lumière. La légère indentation près du bord suggérait une chaîne ou un cordon, ou à quelqu'un qui souhaitait paraître dévoué. Alors que le policier se retirait en marmonnant à propos des inventaires, le révérend s'affala lourdement dans le fauteuil derrière le bureau. Sa voix, lorsqu'il prit la parole, était basse et irrégulière. « Cette affaire affecte terriblement ma femme. Elle n'a presque pas dormi. Je lui ai dit que c'était probablement un enfant espiègle de la chorale, mais elle craint... » Il s'interrompit, puis esquissa un sourire pâle. « Je suppose qu'il est absurde de se sentir hanté par une coïncidence. » « Une coïncidence, » dit doucement mademoiselle Marple, « n'est que ce que nous appelons un dessein lorsque nous n'en connaissons pas encore le motif. » Il la regarda d'un air interrogateur. « Vous pensez donc que tout cela est lié, l'enveloppe, la clé manquante, la mort ?»« Je pense, » répondit-elle, « que les gens sont rarement aussi ordonnés qu'ils le prétendent, et parfois, lorsque nous balayons ce qui ressemble à de la poussière, nous balayons aussi ce qui aurait pu avoir de l'importance. » Elle les quitta peu après, sortant dans la fraîcheur lumineuse de l'air de midi. Le jardin du presbytère s'étendait devant elle, d'apparence ordonnée, mais rempli de petits désordres révélateurs. Une haie non taillée près du portail, une poignée cassée sur l'arrosoir, une parcelle de terre remuée sous le buisson de lilas. Elle s'arrêta pour l'observer. Le sol y était plus sombre que le reste, comme s'il avait été récemment retourné. Pourtant, rien n'avait été planté. De l'autre côté de la pelouse, Madame Price Ridley se tenait à sa fenêtre, observant tout avec la vigilance bienveillante de ceux qui ont une conscience morale. Mademoiselle Marple lui fit un signe de tête aimable, qui ne fut pas retourné. La respectabilité, pensa-t-elle, était souvent le déguisement le plus efficace de la cruauté dans le village. Plus tard dans l'après-midi, le vicaire réapparut, visiblement tendu. Il trouva mademoiselle Marple en train de s'occuper de ses roses, ou du moins en apparence. « Ils demandent une enquête », commença-t-il sans préambule. « Le docteur Haydock insiste sur la nécessité d'une enquête. »« C'est prudent, » dit-elle en coupant une feuille. « Une enquête n'est qu'une manière pour la loi d'imiter la conscience. » Il fronça les sourcils. « Inutile de faire de la poésie, mademoiselle Marple. Je déteste simplement les ragots que cela va susciter. Il murmure déjà que le sacristain et moi nous sommes disputés. »« C'est vrai ?» Il hésita. « À propos d'argent, oui, mais pas comme il le pense. C'était à propos des réparations de la salle paroissiale. Il pensait que j'avais remis la mauvaise facture au trésorier. J'ai essayé de lui expliquer, mais... Eh bien, il était nerveux. Les hommes colériques meurent parfois d'indignation, observa-t-elle d'un ton léger, mais avec un regard fixe, même si l'indignation seule arrête rarement le cœur. Il rougit légèrement. « Vous pensez donc qu'il a été empoisonné ?»« Je pense, » dit-elle doucement, « que vous croyez que je le pense, ce qui est assez différent. » Il la regarda d'un air incertain, puis se détourna vers le chemin. « Vous verrez, mademoiselle Marple, ce n'est rien, juste un malheureux accident. »
Bien sûr, murmura-t-elle. Les accidents sont particulièrement malheureux lorsqu'ils arrivent à ceux qui s'apprêtaient à dire la vérité. Une fois qu'il fut parti, elle resta immobile, son sécateur suspendu. Du chemin menant au presbytère lui parvint le faible bruit de voix, parmi lesquelles celle de Madame Clement, rapide et autoritaire. Le ton était trop sec pour être rassurant, le genre de ton utilisé lorsqu'on veut apaiser la peur par l'autorité. À la tombée de la nuit, la rumeur de la clé disparue avait circulé dans tous les cottages. Certains disaient que le sacristain avait caché l'argent de l'église pour son propre compte. D'autres, qu'il avait découvert un scandale qu'il valait mieux taire. Et comme toujours à St. Mary Mead, les deux versions étaient acceptées avec la même conviction. Mademoiselle Marple s'assit à nouveau à son bureau. Elle ouvrit son carnet et écrivit soigneusement. Clé, symbole de confiance. Qui la garde maintenant? Puis, en dessous, terre remuée sous le lilas. Pourquoi? Elle se pencha en arrière, l'air pensif. La fenêtre était ouverte pour laisser entrer l'air du soir, et de quelque part à proximité venait le faible grincement de roues de vélo, un bruit trop lent, trop délibéré pour être fortuit. Elle se leva et alla vers le rideau. Une silhouette passa devant le portail, le col de son manteau relevé, la tête baissée. Pendant un instant, elle crut que c'était le vicaire. Puis elle se rendit compte que la silhouette était plus grande, plus lourde. Le révérend peut-être, ou un autre homme. Le vélo ralentit près du chemin de l'église, puis disparut dans l'ombre. Mademoiselle Marple resta immobile, la main posée légèrement sur le cadre de la fenêtre. La nuit semblait proche, comme si le village retenait son souffle. Une rafale agita la haie du jardin, et elle perçut un léger parfum de cire et de pierre humide, le même qui flottait près des marches du presbytère. Elle se retourna vers son bureau et ferma son carnet d'un léger claquement. Dehors, l'horloge de l'église se mit à sonner, chaque note distincte et délibérée. Au dernier coup, une lumière s'alluma soudainement à la fenêtre du presbytère, puis s'éteignit tout aussi rapidement. L'obscurité qui suivit l'extinction soudaine de la lumière du presbytère semblait plus épaisse qu'auparavant, comme si elle s'était délibérément accumulée. Miss Marple resta longtemps à sa fenêtre, attendant un mouvement, un signe qui pourrait expliquer le petit drame silencieux dont elle venait d'être témoin. Rien ne vint. Le jardin était immobile sous une douce brume, et le clocher de l'église s'élevait au-dessus de lui, son cadran pâle et vigilant. Elle tira les rideaux et s'assit à nouveau, les mains jointes sur son carnet. L'odeur de cire s'était estompée, mais l'impression persistait, celle d'un rituel, d'un acte délibéré. À St. Mary Mead, la mort pouvait survenir aussi soudainement qu'une tasse de thé renversée, mais la tromperie se déroulait toujours de manière cérémonielle. À 7h30 le lendemain matin, elle se trouvait à sa porte, son chapeau solidement attaché pour résister au vent, lorsqu'elle vit la voiture du docteur Haydock s'arrêter devant le presbytère. Il descendit rapidement, portant sa mallette, son attitude trahissant l'irritation d'un homme entraîné dans ce qu'il considérait en privé comme des théâtralités paroissiales. Mademoiselle Marple le suivit à une distance discrète, marchant sans bruit sur le gravier humide. Madame Clement accueillit le médecin à la porte, le visage pâle mais calme. « Henri ne va pas bien », dit-elle à voix basse. « Il n'a presque pas dormi. J'ai pensé qu'il valait mieux que vous le voyiez avant l'arrivée du coroner. » Le médecin acquiesça brièvement et disparut à l'intérieur. En passant devant la fenêtre ouverte, mademoiselle Marple surprit des bribes de leur conversation. Le ton inquiet de madame Clement, les paroles rassurantes et sèches du docteur Haydock. Puis, le grincement d'une chaise et le bruit sourd d'une porte qui se refermait. Un instant plus tard, le vicaire apparut sur le chemin. Son manteau était boutonné jusqu'au cou malgré la douceur de la matinée. Il eut l'air surpris de la voir. « Oh, mademoiselle Marple, je m'apprêtais justement à me rendre au presbytère. »
J'ai des lettres à récupérer. Sitôt, demanda-t-elle doucement. La poste n'ouvrira que dans un quart d'heure. Il hésita, jetant un coup d'œil vers le presbytère. Alors je vais faire un tour. Il faut prendre l'air après tant de désagréments. Oui, dit-elle, posant légèrement son regard sur son visage. L'air peut clarifier les choses, le temps aussi. Il rougit légèrement et s'éloigna vers le green, marchant d'un pas trop rapide pour suggérer le calme. À l'intérieur du presbytère, le médecin sortait du bureau. « Il est épuisé, c'est tout », dit-il sèchement à Madame Clement. « Le stress de la situation, et peut-être la culpabilité, même si le bon révérend ne l'admettrait pas, même sous chloroforme. »« De la culpabilité ?» répéta-t-elle d'un ton sec. « Oh, pas au sens criminel du terme, mais la mort trouble la conscience. Elle pousse les gens à se demander s'ils ont dit quelque chose de mal, laissé une mauvaise impression. Je vais lui envoyer un tonique. » Mademoiselle Marple apparut discrètement dans l'embrasure de la porte. « Pardonnez-moi, docteur, je ne voulais pas vous déranger. Je suis seulement venu apporter un peu de bouillon. »« Ah, le remède à tous les maux de la paroisse, » dit-il avec un sourire las. « Mais je soupçonne qu'il fait plus de miracles pour les vivants que pour les morts. » Une fois qu'il fut parti, Madame Clement resta dans l'embrasure de la porte, perdant peu à peu son sang-froid. « Jane, » dit-elle soudainement, « crois-tu aux prémonitions ? » « Je crois, » répondit doucement Mademoiselle Marple, « que la plupart des prémonitions ne sont que le reflet de ce que le cœur a déjà deviné. » Sa hautesse serra les mains. « Alors, c'est peut-être ce que j'ai ressenti. Ce matin-là, avant que la cloche ne sonne, avant que quoi que ce soit ne se passe, j'ai cru entendre quelque chose tomber. Pas un cri, pas un mot. Juste un bruit sourd, comme si quelque chose de lourd était tombé sur les marches en pierre. Je n'en ai pas parlé. Cela semblait si insignifiant. Mais maintenant, murmura Mademoiselle Marple, cela semble moins insignifiant. Madame Clement se retourna rapidement, surprise par le ton. « Vous pensez que cela signifie quelque chose ?»« Oh, tout a une signification, » répondit-elle, le regard doux. « Mais parfois, la signification change selon la personne qui écoute. » Elles furent interrompues par le policier, qui était revenu avec une enveloppe carrée brune à la main. « Bonjour, mesdames. Le coroner sera là à 11 heures. On m'a juste demandé de rassembler tout ce qui est nouveau. J'ai trouvé ça près de la haie, près de la porte de la sacristie. On dirait que c'est là depuis la pluie d'hier soir. » Madame Clement recula légèrement lorsqu'il l'ouvrit. À l'intérieur se trouvaient plusieurs feuilles pliées, déchirées sur les bords et tachées par l'humidité. L'une d'elles portait une écriture à peine lisible. Une liste de chiffres et d'initiales, avec une dernière ligne griffonnée en dessous. Fonds de réparation, du presbytère, écart à corriger avant dimanche. Le regard de Mademoiselle Marple s'aiguisa. « Puis-je » Le policier hésita, puis acquiesça. Le papier était tout à fait ordinaire, à l'exception d'une légère odeur qui s'y accrochait, encore de la cire, faible mais indéniable. Elle le plia soigneusement. C'est curieux comme le papier conserve la mémoire. Vous ne trouvez pas ? L'encre peut s'estomper, mais l'odeur persiste. Le policier cligna des yeux, ne sachant pas s'il devait approuver. « Si vous le dites, mademoiselle, je vais l'emporter avec le reste. » Une fois qu'il fut parti, Madame Clement s'effondra dans un fauteuil. Henri disait qu'il comptait trier lui-même ses comptes. Il était déterminé à tout mettre en ordre avant l'audit. Mademoiselle Marple ne dit rien. Son regard se posa sur la cheminée où se trouvait toujours la photo de la chorale. Le sacristain, le révérend Clément et le vicaire, tous côte à côte, arborant leur sourire figé et respectueux, trois hommes liés par les convenances, chacun cachant quelque chose. Un bruit soudain les fit sursauter, la cloche de l'église, qui sonna une fois. Puis à nouveau, lentement et délibérément.
Ce n'est pas l'heure, murmura madame Clement. Pourquoi? Mademoiselle Marple se leva et se dirigea vers la porte. Allons voir. Ils traversèrent le jardin et atteignirent la porte du cimetière, alors que le dernier écho s'évanouissait. À l'intérieur du petit clocher se tenait Tommy Drew, le visage pâle comme de la craie. « Ce n'était pas moi, mademoiselle, balbutia-t-il. Je faisais juste le balayage. La corde a bougé toute seule. » Mademoiselle Marple regarda derrière lui la corde de la cloche qui se balançait légèrement, son extrémité effilochée effleurant le sol en pierre. Un petit morceau de tissu était accroché aux fibres, brun rougeâtre, lisse, identique au fil qu'elle avait trouvé sur la marche du presbytère. Elle le prit délicatement entre ses doigts, examinant le tissage. « Étrange, » murmura-t-elle. « Un tissu si fin, certainement pas celui de la manche d'un ouvrier. » Tommy écarquilla les yeux. « Vous voulez dire qu'il appartient à celui qui a fait ça? » « Je veux dire, » dit-elle doucement, « que Sainte Mary Mead est plein de gens qui portent la respectabilité avec autant de soin qu'un manteau. Et parfois, ma chère, les manteaux sont suspendus trop tôt. » Elle glissa le fragment dans son réticule, remercia le garçon tremblant et repartit dans la lumière grise du matin. Les toits du village scintillaient faiblement de rosée et de la poste venait le cliquetis ténu du télégraphe. La nouvelle se répandait, comme toujours, non par malveillance, mais par l'instinct irrésistible de faire une histoire de ce que l'on ne comprend pas. Quand elle arriva à sa porte, elle vit le vicaire debout de l'autre côté de la ruelle, regardant vers le presbytère avec une expression oscillant entre la peur et le désir. Il sursauta lorsqu'il la remarqua, comme s'il avait été surpris en pleine prière. « Mademoiselle Marple, » dit-il rapidement, « j'étais juste en train de réfléchir. Il y a tellement de malheurs autour de nous. On se demande si la foi suffit. » Elle le regarda avec douceur. « La foi l'est rarement, » dit-elle. « C'est la compréhension qui sauve les gens, et très peu souhaitent être compris. » Il baissa la tête, marmonna quelque chose d'inaudible et se dépêcha de rejoindre le chemin menant à l'église. À l'intérieur, Mademoiselle Marple s'assit une fois de plus à son bureau. Elle ouvrit son carnet et ajouta 3 nouveaux mots sous sa dernière ligne. Fil, cloche, manteau. Puis elle les souligna une fois. Son regard se porta vers la fenêtre. De l'autre côté de la pelouse, la porte du presbytère s'était rouverte et madame Clement se tenait dans l'encadrement, parlant à quelqu'un qui était hors de vue. Elle était calme, mais sa main agrippait fermement le cadre de la porte. Le vent souleva sa manche, laissant entrevoir un tissu brun rougeâtre sous son manteau. Le reflet du tissu rougeâtre sous la manche de madame Clement capta la lumière comme un murmure d'avertissement. Trop fugace pour être certain, trop suggestif pour être ignoré. Mademoiselle Marple, toujours à sa fenêtre, regarda la femme du vicaire, rentrer son bras dans l'ombre de la porte alors qu'elle saluait quelqu'un d'invisible. Un geste qui semblait gracieux, voire habituel, mais légèrement trop composé. À Sainte Mary Mead, le raffinement était souvent la forme la plus raffinée de dissimulation. Une voix masculine répondit, basse, délibérée, avec les voyelles coupées de l'éducation et la méfiance de quelqu'un qui n'aimait pas être entendu. « Le vicaire », pensa mademoiselle Marple. Les deux se tenaient près l'un de l'autre, la tête inclinée. Puis la porte se referma doucement, les cachant à la vue, comme si la maison elle-même avait exhalé son secret. En milieu de matinée, le brouillard s'était dissipé, laissant le village clairement défini. Chaque cottage brillait comme s'il avait été nettoyé pour une inspection. Même le lierre sur le mur de l'église semblait se tenir au garde-à-vous. Un tel ordre, songea mademoiselle Marple en attachant son manteau, n'était jamais naturel. C'était un acte de défi, une façon d'affirmer que la respectabilité pouvait tenir tête à la mort.
Elle se mit en route vers le presbytère sous prétexte de rendre une petite pelle de jardinage qu'elle avait empruntée, même si ce qu'elle comptait déterrer n'était pas de la terre. À la porte, elle croisa le docteur Haydock qui sortait. Il avait l'air irritable, les yeux plissés à cause du soleil. « Il prépare l'enquête de demain », dit-il sans la saluer. « Le coroner voudra des déclarations, et j'ose dire qu'il y aura plus de discussions que de preuves. Le recteur est au bord de l'effondrement. Sa femme tient le lieu à bout de bras par pure volonté. » Mademoiselle Marple eut une expression douce. « Une volonté peut être un document des plus soutenus, dit-elle. Il eut un petit rire. « Vous et vos plaisanteries. Mais je vais vous dire franchement, Jane, que je n'aime pas ça. Ralston n'est pas mort d'une crise cardiaque. Pas exactement. Il y avait des traces de quelque chose, peut-être de la digitaline, mais trop faibles pour servir de preuve. Assez pour se demander qui avait laissé l'armoire à pharmacie ouverte. De la digitaline, murmura-t-elle. Elle pousse à l'état sauvage, près du chemin du cimetière, n'est-ce pas? En effet. Mais il s'agissait ici de teinture, pas de feuilles. Quelqu'un l'a administrée, peut-être involontairement. J'ai dit tout cela au policier, mais il est trop prompt à blâmer les comptes et les enveloppes. J'ai déjà traité des scandales paroissiaux, mais le poison a tendance à réveiller un instinct plus profond, le désir d'accuser la personne que l'on envie secrètement. C'est tellement vrai, dit doucement mademoiselle Marple. Dans l'envie, comme dans la maladie, les symptômes sont toujours respectables jusqu'à ce que la fièvre tombe. Il secoua la tête, marmonna quelque chose sur sa façon étrange de diagnostiquer le caractère des gens, puis se dirigea péniblement vers sa voiture. Elle franchit le portail du presbytère. La porte était ouverte et des voix s'en échappaient, celle, calme et posée, de madame Clement, et celle, plus hésitante, du vicaire. Mademoiselle Marple s'arrêta dans le couloir sombre. Un vase de lys était posé sur la table, où se trouvait autrefois la clé disparue. Leur parfum était fort, presque oppressant. À travers la porte entr'ouverte du bureau, elle pouvait voir les deux silhouettes, le vicaire debout près de la fenêtre, les mains jointes, madame Clement assise, le dos droit, chaque mouvement contrôlé. « Je vous assure, monsieur Pritchard, disait-elle, personne ne doute de votre dévouement. Mais vous devez comprendre que les apparences peuvent être cruelles. Henry a besoin d'être entouré de visages loyaux, pas de rumeurs. » La voix du vicaire tremblait. « Alors vous me croyez, madame, que je n'ai jamais touché au compte. »« Bien sûr, » répondit-elle avec juste assez de chaleur pour paraître presque sincère. « Nous savons tous les deux que le pauvre Ralston avait tendance à se confondre. Tout de même, insista-t-il, si le sacristain a été empoisonné. »« N'utilisons pas ce mot, l'interrompit-elle rapidement. Le docteur Haydock aime le drame. » Miss Marple recula légèrement lorsque madame Clement se leva et entra dans le hall. « Mais Jane !» s'exclama-t-elle, réussissant à feindre la surprise et à garder son sang-froid. « Tu m'as fait une sacrée frayeur. Je t'ai rapporté ta petite pelle, ma chérie. Les delphiniums avaient l'air desséchés, et je voulais te demander si je pouvais t'emprunter un livre de cantiques. J'ai égaré le mien après le dernier office. C'est très attentionné. Tu en trouveras un sur l'étagère du banc, je pense. » Tout en parlant, elle repoussa une mèche rebelle de sa tempe et la manche bougea à nouveau, laissant apparaître la même doublure brun rougeâtre qui brillait légèrement, là où le tissu se plissait. Mademoiselle Marple s'attarda juste assez longtemps pour remarquer la couleur, avant de détourner poliment le regard. Le vicaire apparut, évitant son regard. Il murmura un au revoir et partit rapidement, ses pas irréguliers résonnant sur le gravier. Madame Clement soupira. Quelle nature sensible! La vie ecclésiastique ne convient pas à ceux qui s'offusquent facilement. Pourtant, les bleus, dit doucement mademoiselle Marple, en disent souvent plus long que les blessures. On peut voir comment ils sont apparus.
Une pause. Vous avez le don de faire passer même la sympathie pour une enquête, remarqua Madame Clement en souriant faiblement. Mademoiselle Marple inclina la tête. Ce n'est que de l'observation, ma chère. Dans un village, il faut observer, sinon on se fait piétiner par les sentiments. Dehors, l'air sentait le lilas et la pluie. Elle se tourna vers le cimetière, pensant aux garçons et à la cloche, aux morceaux de tissu et à la terre sous le buisson de lilas. Là, elle aperçut un mouvement. Le policier était agenouillé et examinait le sol avec une expression de légère perplexité. « Bonjour, mademoiselle. J'ai pensé aller voir l'endroit où vous avez dit que la terre semblait avoir été retournée. Croyez-le ou non, il n'y a rien d'enterré ici, à moins que vous ne comptiez ceci. » Il brandit un petit objet enveloppé dans un coin de papier ciré. À l'intérieur se trouvait une clé d'église, ternie par l'humidité, dont la tête en laiton était légèrement marquée d'un motif de fleurs pressées. Mademoiselle Marple l'examina attentivement. Ainsi, l'objet disparu a été retrouvé. C'est rassurant, mais aussi gênant. Gênant, mademoiselle ? Parce que les objets retrouvés obligent souvent les gens à mentir sur l'endroit où ils se trouvaient. Il cligna des yeux, ne sachant pas si elle plaisantait. « Dois-je l'apporter au recteur ?»« Non, » dit-elle doucement. « Il vaut mieux le laisser le trouver lui-même. La découverte, comme la confession, ne doit jamais être précipitée. » Cet après-midi-là, le village fut à nouveau en effervescence. Le vicaire fut vu à 2 reprises, se dirigeant vers la poste. Madame Clement se rendit à la bibliothèque du presbytère, emportant avec elle des papiers qu'elle ne montra pas à la femme de chambre. Et le révérend Clément, pâle et abattu, resta enfermé dans son bureau. Chaque mouvement fut remarqué, discuté et embelli par le réseau invisible d'observateurs du Green. Miss Marple, cependant, préféra garder le silence. Elle s'assit près de sa fenêtre, son tricot intact, son esprit passant en revue les détails comme un jardinier arrachant des racines de la terre. Le fil rougeâtre, la légère odeur de cire, la corde de la cloche, la teinture. Tous ces fragments formaient déjà un vague contour dans son esprit, un contour façonné non pas par des preuves, mais par le caractère. Alors que le crépuscule s'intensifiait, des pas s'approchèrent à nouveau de son portail. C'était le révérend Clément. Il semblait plus âgé, le poids de son col presque visible. « Mademoiselle Marple, » commença-t-il maladroitement, « ma femme m'a dit que vous aviez été très gentille. J'avoue que je ne sais pas trop quoi penser. Haydock a fait allusion à un empoisonnement. Le constable marmonne quelque chose à propos d'un vol. Et moi, eh bien, je ne vois que du chagrin. Le chagrin est souvent le point de départ de la vérité, dit-elle. Mais il y a rarement sa fin. » Il se frotta le front. « Vous savez ce qu'ils disent ? Que le vicaire s'est disputé avec Ralston à propos d'argent, qu'il a peut-être perdu son sang-froid. Je n'y crois pas. Mais il devient évasif. C'est terrible de douter de son propre clergé. »« Le doute, » répondit doucement mademoiselle Marple, « n'est que la foi en attente. » Il lui adressa un sourire fatigué, la remercia et partit. De sa fenêtre, elle le regarda traverser la ruelle pour retourner au presbytère, où une seule lampe brillait derrière les rideaux tirés. Une ombre s'y déplaça, mince, posée, éteignant la lueur. Mademoiselle Marple resta immobile, les aiguilles sur ses genoux immobiles. La pièce s'assombrit autour d'elle, et dans ce silence grandissant, elle perçut le plus léger des sons, le clic d'un loquet, délibéré et définitif, comme si quelqu'un à l'intérieur du presbytère avait verrouillé une porte qui ne s'ouvrirait plus facilement. Le clic discret du loquet sembla résonner plus longtemps que le son ne le devrait. Mademoiselle Marple resta assise sans bouger, les yeux fixés sur la faible ligne de lumière qui scintilla, puis disparut sous les rideaux du presbytère. C'était un bruit domestique, cette fermeture, précise, posée, mais irrévocable.
le genre de geste qui relève moins de la peur que de la décision. Dehors, l'air s'était rafraîchi dans un calme fragile, le village reposant dans cette paix trompeuse qui suit toujours une nouvelle vague de ragots. Quelque part, un chien aboya une fois, puis s'arrêta, comme réprimandé par l'obscurité. Elle se leva, alluma une bougie et écrivit dans son carnet « Les serrures suivent la culpabilité, pas le danger ». Puis elle souffla la flamme et alla se coucher. Le sommeil vint facilement, comme souvent lorsque son esprit était occupé, et ses rêves furent remplis d'ombres mouvantes. Une corde de cloche qui se balançait, une enveloppe qui s'ouvrait en flottant, une main raide dans la mort qui essayait encore de tenir quelque chose qui n'était pas là. Au matin, le brouillard était revenu. Il recouvrait St. Mary Mead comme un reproche tacite. L'enquête était prévue pour 11 heures, et tout le village semblait déjà en effervescence. On brossait les chapeaux, on cherchait les cannes, on échangeait des chuchotements par-dessus les clôtures sous prétexte de parler du temps. La nouvelle selon laquelle il s'agissait peut-être d'un empoisonnement s'était répandue, affinée à chaque fois qu'elle était racontée, jusqu'à ce que chaque foyer ait une théorie qui réconfortait ses propres attentes morales. Mademoiselle Marple s'habilla tranquillement et sortit juste au moment où le vicaire passait devant son portail. Il avait le visage tiré et l'air distrait. « Une affaire terrible », dit-il sans s'arrêter. « Mais cela doit se terminer d'une manière ou d'une autre. »« Oui, » murmura-t-elle. « Cela doit toujours se terminer, même si cela se termine rarement comme les gens l'espèrent. » Dans la salle paroissiale, la petite table du coroner avait été installée près de l'estrade. Le révérend Clément était assis à côté, grave mais distrait. Sa femme était à ses côtés, son calme semblable à de la laque. Lisse, impeccable, légèrement artificielle. Le manteau rougeâtre qu'elle portait lui donnait un éclat digne qui attirait tous les regards. Mademoiselle Marple remarqua la légère tache près de la manche, où la doublure semblait avoir été récemment raccommodée. Le docteur Haydock fit sa déclaration en premier, rapide, factuelle, mais laissant derrière elle un léger malaise face à des possibilités sans réponse. Une crise cardiaque, oui, mais qui a peut-être été provoquée. Il y avait de la digitaline dans son organisme. Pas une quantité mortelle, mais suffisante pour perturber un cœur déjà affaibli. Aurait-il pu se l'administrer lui-même ? Demanda le coroner. Il hésita. Peu probable. La teinture était fraîche, non prescrite. Aucun flacon n'a été trouvé parmi ses effets personnels. Madame Price Ridley, assise au deuxième rang, murmura triomphalement à Madame Bantry. « Voilà, je vous avais dit que c'était anormal. Croyez-moi, c'est à cause de ces nouvelles réformes de la chorale. Les idées modernes n'apportent jamais rien de bon. » Le policier suivit, signalant la clé retrouvée et le papier déterré près de la haie. « Aucun signe de lutte, monsieur. Aucun objet de valeur ne manque. Mais les empreintes digitales du sacristain ne se trouvaient pas sur la clé. Seulement des traces partielles, compatibles avec quelqu'un portant des gants. » Cela provoqua un petit remous. Les gants étaient l'indice le plus civilisé qui soit. Respectable, pratique, niable. Les yeux de mademoiselle Marple se posèrent brièvement sur madame Clément, qui avait soigneusement croisé les mains sur ses genoux. Le vicaire fut appelé ensuite. Il se tenait debout, mal à l'aise, pâle sous le regard fixe du coroner. « Vous vous êtes disputé avec le défunt ? » ?»« Oui, » répondit-il doucement. « Un malentendu, à propos des comptes de la paroisse. J'étais assez jeune pour être impatient. Lui, assez vieux pour ne pas accepter d'être corrigé. Nous avons haussé le ton. Et après cela, je suis retourné à la sacristie puis au jardin du presbytère. Je n'ai rien vu. Une pause. « Et la teinture, monsieur Pritchard, vous y aviez accès ?» Il cligna des yeux, surpris. « Je suppose que oui. Elle est conservée dans le placard de la sacristie. Pour les taches de vin de messe,
pas pour être utilisé. Un murmure parcourut la salle. Le docteur Haydock se pencha légèrement en avant, mais ne dit rien. Le coroner le remercia et appela le révérend Clement. Son récit était hésitant, incertain, marqué par la fatigue d'un homme, partagé entre loyauté et suspicion. Il parla de devoir, de malchance, de sa foi en la justice divine. Pourtant, sous ces phrases mesurées, on devinait une légère dissonance, signe d'une dissimulation. À la fin, le coroner se tourna vers la foule. « Cela reste incertain, dit-il. Aucune preuve d'acte criminel, mais aucune confirmation de mort naturelle. Un examen plus approfondi pourrait être ordonné. En attendant, je vous invite à la discrétion. » La discrétion, pensa mademoiselle Marple, était la seule vertu que Sainte Mary Mead ne parvenait jamais à respecter. L'assemblée se dispersa comme des ondulations d'importance. Madame Price Ridley se précipita vers le green pour donner sa version du verdict avant que quelqu'un d'autre ne puisse le déformer. Madame Bantry s'attarda près de mademoiselle Marple, animée d'une vive curiosité. « Eh bien, Jane, qu'en penses-tu de la digitaline? Cela semble vraiment sensationnel. Non pas que l'on souhaite un scandale, mais oh, cela anime vraiment les lieux. »« Je n'en doute pas, » répondit gentiment mademoiselle Marple. « Bien que les scandales, comme la levure, aient tendance à monter plus haut que le pain ne peut le supporter. » Elle les laissa discuter et traversa la pelouse en direction du presbytère. Le portail grinça doucement lorsqu'elle l'ouvrit. Un petit bruit hésitant qui lui rappela étrangement une excuse. À l'intérieur, le jardin était vide. L'air sentait légèrement la pierre humide et les lys. Elle frappa à la porte et fut accueillie par la femme de chambre, une créature timide aux yeux rougis. « Madame Clement est à l'étage, mademoiselle. Elle fait ses valises. Elle dit que le révérend va se reposer quelques jours au bord de la mer. » Mademoiselle Marple acquiesça et entra dans le hall. Les lys sur la table commençaient à brunir sur les bords. Leur douceur était devenue légèrement aigre. Sur le mur au-dessus, la trace laissée par la clé était encore visible dans le vernis. Un fantôme pâle et innocent. « Pourriez-vous lui dire que je suis passé ?» La femme de chambre hésita. « Elle est avec le vicaire, mademoiselle. »« Dans le bureau. »« Ah !» dit mademoiselle Marple doucement. « Alors je ne vais pas les déranger. » Elle se retourna comme pour partir, mais le murmure des voix l'arrêta. La porte du bureau était légèrement entr'ouverte. La voix du vicaire se fit entendre la première, tremblante. « Vous devez me croire, je ne voulais pas vous faire de mal. Je voulais seulement vous protéger tous les deux. » Madame Clement répondit d'une voix basse mais ferme. « Et vous l'avez fait. Le village se lassera bientôt. Il faut sauver les apparences, Monsieur Pritchard. Ce sont les apparences qui nous sauvent. Même de la vérité. Surtout de la vérité. » Mademoiselle Marple retourna dans le couloir. Son expression ne changea pas, mais son regard s'assombrit. Elle sortit discrètement, d'un pas aussi léger que de la poussière qui tombe. Dehors, le brouillard s'était levé. Le soleil de l'après-midi révélait chaque contour, chaque imperfection. Le village dans une clarté parfaite et impitoyable. De l'autre côté de la pelouse, les rideaux de Madame Price Ridley bougeaient. La postière faisait un signe de la main sans enthousiasme depuis sa porte. Et au presbytère, le docteur Haydock parlait aux policiers avec son air habituel d'autorité réticente. Tous voyaient ce qu'ils s'attendaient à voir. De la tristesse, de la décence, de la fatigue. Et rien de plus. Mademoiselle Marple rentra lentement chez elle, ses pensées tournant autour de petits détails tenaces. Le fil, la clé, l'odeur de cire, la porte verrouillée, et cette seule phrase « Ce sont les apparences qui nous sauvent ». Dans la bouche de quelqu'un d'autre, pensa-t-elle, ce n'était pas une vertu, mais une confession. Elle s'arrêta devant son portail.
Du presbytère lui parvint un léger bruit métallique, comme celui d'un tiroir fermé trop rapidement. Puis le silence revint, complet, déterminé et artificiel. Elle entra dans sa maison et reprit son tricot. La laine était bleu pâle, le motif régulier, mais ses mains bougeaient sans concentration. Dans son esprit, la scène du presbytère se rejouait. La manche, la doublure, les lisses, la serrure. Le tissu de la tromperie était toujours tissé avec soin, jusqu'à ce qu'un fil égaré s'accroche à la conscience. Quelque part à l'extérieur, la cloche de l'église sonna une seule fois, doucement mais délibérément. Mademoiselle Marple leva les yeux, ses aiguilles suspendues. « Ah !» dit-elle doucement, comme si elle reconnaissait une voix. La porte s'est donc ouverte après tout. Le faible carillon résonnait encore dans l'air lorsque mademoiselle Marple posa son tricot. Son regard s'attarda sur la vitre, où le reflet de sa lampe tremblait faiblement contre le verre, qui s'assombrissait. Les cloches, pensait-elle, l'avaient toujours fascinée. Instrument de foi, mais si souvent messagère d'inquiétude. Celle-ci avait sonné doucement, comme un avertissement enveloppé de politesse. Dehors, une fine bruine avait commencé à tomber, scintillant sur les dalles. Elle se leva, enfila son châle et ouvrit la porte. L'odeur de la terre humide entra avec la nuit. De l'autre côté de la pelouse, les fenêtres du presbytère étaient encore sombres, mais une faible lueur apparaissait à l'étage, instable, comme celle d'une bougie que l'on tenait avec précaution. Elle hésita un instant avant de s'engager sur le chemin. La pluie ne faisait aucun bruit sur l'herbe, seulement un murmure le long des haies. Elle connaissait si bien le village qu'elle aurait pu s'y promener les yeux bandés, chaque grincement de portail, chaque pierre inégale lui étant familier. Pourtant, ce soir-là, ces mêmes détails lui semblaient subtilement étrangers, comme s'il la surveillait. Elle s'arrêta devant la porte du presbytère. La porte était à nouveau légèrement entr'ouverte. Une faible ligne de lumière se propageait sur le chemin, trop étroite pour une lampe, trop douce pour l'électricité. Elle frappa légèrement sur le panneau. Pas de réponse. « Madame Clement ?» Sa voix était calme, presque conversationnelle. « C'est moi. » Toujours rien. Elle poussa doucement et la porte céda. Le hall sentait légèrement la fumée et quelque chose de floral, des lys dont l'odeur persistait. Un manteau était soigneusement suspendu au porte-manteau, brun rougeâtre, humide à l'ourlet. À côté, un parapluie était appuyé contre le mur, son manche strié de boue. Elle entra, appelant à nouveau doucement, puis se figea. Un murmure provenait du bureau, faible, insistant, comme si deux voix parlaient avec retenue. Elle perçut un fragment du ton de madame Clement, urgent mais pas effrayé. Puis un murmure plus aigu, celui du vicaire, indéniablement tendu par l'émotion. « Vous ne comprenez pas, on ne peut pas le cacher. Quelqu'un est déjà au courant. »« Alors vous devez l'oublier, » répondit-elle d'une voix douce et posée. « Pour notre bien à tous, Henry ne supporterait pas un autre choc. » Miss Marple s'approcha silencieusement du seuil, la main posée légèrement sur le cadre de la porte. Le bureau était sombre, éclairé uniquement par une seule bougie posée sur le bureau. Madame Clement se tenait près de la cheminée, pâle et calme, tandis que le vicaire se penchait en avant, les mains crispées. Sur le bureau gisait la petite clé en laiton, la même que celle trouvée dans le jardin. Sa surface terne reflétait la lumière de la bougie comme une pièce de monnaie sur la table d'un joueur. « Cela ne sert à rien, » dit le vicaire d'une voix rauque. « La vérité a du poids. Vous ne pouvez pas la porter éternellement. Elle vous tire vers le bas. » Les lèvres de madame Clement esquissèrent un léger sourire. « J'ai porté des choses plus lourdes. » Son calme le déstabilisa. Il se tourna brusquement vers la porte. Mademoiselle Marple recula juste à temps, le laissant passer sans être vue.
Ses pas s'éloignèrent dans le couloir. La porte extérieure claqua et la pluie étouffa le bruit. À l'intérieur, Madame Clement resta immobile. La bougie vacilla, sa flamme s'allongeant dans le courant d'air. Mademoiselle Marple attendit un instant, puis entra. « Ma chère, dit-elle doucement, il est un peu tard pour les visites à la lueur des bougies. » Madame Clement sursauta, mais se ressaisit, presque aussitôt. « Oh, Jane, vous m'avez fait peur. J'étais juste en train de ranger des papiers. L'enquête a laissé tout en désordre. »« C'est tout à fait naturel, » dit mademoiselle Marple en jetant un coup d'œil à la clé. « Il faut remettre les choses à leur place. » Madame Clement suivit son regard, puis sourit faiblement. « Oui, je l'ai trouvé cet après-midi. Vous vous rendez compte ? Dans le porte-parapluie, figurez-vous. Cela semble idiot d'avoir causé un tel remue-ménage. »« L'idiotie, dit doucement mademoiselle Marple, est parfois le moyen utilisé par notre conscience pour dissimuler nos souvenirs. » Il y eut un silence. L'expression de la femme âgée vacilla, puis redevint sereine. « Vous avez une telle façon de vous exprimer, Jane. Pas étonnant que le policier soit suspendu à vos lèvres. » « Ah, le policier est suspendu aux lèvres de quiconque offre une certitude, » répondit mademoiselle Marple. « Il est jeune. Il n'a pas encore appris que la vérité voyage rarement seule. » Madame Clement éteignit la bougie. « Vous devez m'excuser. Quelle journée! Je dois vraiment me reposer. »« Bien sûr, » dit mademoiselle Marple. « Essayez donc. » En reculant dans le hall, sa main effleura le parapluie. La traînée de boue sur son manche était étrangement fine, pas du genre épaisse et collante provenant du gazon, mais légère, granuleuse et rougeâtre, de la terre provenant du cimetière. Elle le nota sans faire de commentaire, puis sortit tranquillement sous la pluie. Le chemin qui menait chez elle brillait faiblement sous la lumière des lampadaires. En passant devant l'église, elle vit le vicaire debout sous le porche, le col de son manteau relevé, regardant fixement vers le presbytère. Lorsqu'il se retourna, son visage était celui d'un homme qui avait découvert trop tard le remords. « Mademoiselle Marple, » dit-il doucement, « vous ne devriez pas être dehors. Il n'est pas prudent de marcher seul ce soir. »« Vraiment ? Et pourquoi ce soir en particulier ?» Il hésita, puis secoua la tête. « Pardonnez-moi. Je suis fatigué. Je n'arrête pas d'entendre la cloche dans ma tête. Elle sonne même quand elle est immobile. »« Ah, dit-elle, c'est ce que fait la culpabilité. Elle sonne le glas pour les vivants. » Il détourna brusquement le regard, comme piqué au vif. « Vous me croyez coupable. Je pense, dit-elle, que vous avez peur de quelqu'un qui ne l'est pas. » Cette remarque sembla le toucher. Il prit une inspiration, une demi-confession sur les lèvres, mais l'horloge de l'église se mit à sonner, et le son brisa son sang-froid. Lorsque la dernière note s'évanouit, il s'était détourné et marchait rapidement vers le presbytère. Mademoiselle Marple le regarda s'éloigner. La pluie traçait des lignes argentées sur ses lunettes, brouillant les contours nets des cottages. Même détrempé, le village conservait son élégance. Cheminée droite et étayée, rideaux tirés avec convenance. Seul le presbytère semblait différent. Une seule, lumière à la fenêtre supérieure, faible comme un pouls qui lutte dans le sommeil. De retour dans son cottage, elle se sécha les mains et s'assit à nouveau devant le feu. Son tricot était intact. Elle prit son carnet et écrivit une nouvelle entrée. Clé rendue, mais par qui ? Parapluie, terre rouge, apparence d'ordre. Puis, en dessous, en plus petits caractères, il entend la cloche, elle la fait taire. On frappa doucement à sa porte. Elle l'ouvrit et trouva le docteur Haydock, chapeau à la main, de l'eau coulant de son manteau. « Pardonnez-moi de venir à cette heure, Jane, mais j'ai été appelé à nouveau. Le révérend Clément a eu une autre crise. Ils disent qu'elle est légère cette fois, mais Madame Clement est affolée. Vous saurez peut-être mieux que moi comment la calmer. » Mademoiselle Marple alla chercher son châle sans un mot.
Ensemble, ils traversèrent la ruelle. La pluie sifflait sur les haies. La nuit sentait légèrement l'iode et le lilas. Quand elles arrivèrent au presbytère, la porte était ouverte comme auparavant. Mais l'atmosphère à l'intérieur était différente, lourde, tendue. Madame Clement les accueillit dans le hall. Son calme avait disparu. Ses mains tremblaient tandis qu'elle parlait. C'est arrivé si soudainement. Il se plaignait d'une pression, d'un bourdonnement dans les oreilles. Puis, il s'est immobilisé. Le docteur Haydock la bouscula pour se diriger vers les escaliers. « Restez ici », ordonna-t-il. Elle obéit, mais son regard le suivit jusqu'en haut. Ce n'était pas le regard d'une femme qui craignait une perte, pensa mademoiselle Marple, mais celui d'une femme qui protégeait quelque chose de trop précieux pour le laisser s'échapper. Les minutes passèrent. De l'étage montaient les bruits du médecin qui se déplaçait, le frottement d'une chaise, le léger bruissement du linge. Puis des pas qui descendaient, lents, délibérés. Eh bien ? La voix de madame Clement était à nouveau calme, comme si le calme lui-même était une armure. « Il vivra », dit le docteur Haydock. « C'est grave, mais ce n'est pas mortel. Gardez-le au calme. » Un soulagement passa sur son visage, mais il n'atteignit pas ses yeux. Mademoiselle Marple remarqua la légère trace de boue rougeâtre sur son poignet, là où elle avait joint les mains. La même fine poussière. « Dieu merci », dit-elle doucement. « Pauvre Henry, il a été soumis à une telle tension. »« Oui, » murmura mademoiselle Marple, « la tension peut avoir des effets remarquables sur le cœur ou sur la conscience. » Madame Clement se retourna brusquement, puis sourit à nouveau, le sourire d'une femme qui préfère endurer n'importe quelle remarque plutôt que de révéler sa réaction. Dehors, la pluie avait cessé, laissant le monde lavé, mais pas propre. La corde de la cloche dans le clocher de l'église se balança une fois dans le vent, un mouvement trop léger pour produire un son. Mademoiselle Marple resta longtemps debout à la regarder, puis regarda la fenêtre sombre au-dessus du presbytère, où la lumière des bougies tremblait à nouveau, comme une culpabilité qui refusait de mourir. La flamme de la bougie trembla, puis se stabilisa, tel un mince fil d'or reliant l'obscurité à la pièce. Mademoiselle Marple l'observa depuis le chemin, immobile, jusqu'à ce que les pas du docteur Haydock s'évanouissent dans la nuit. Le village était à nouveau plongé dans le silence, un silence trop délibéré pour être paisible. Elle se retourna vers son cottage, marchant lentement, son esprit la devançant comme une ombre. Tous les détails commençaient à s'aligner, non pas comme des faits, mais comme des comportements. La scrupulosité du sacristain, la confusion morale du vicaire, le déni las du révérend, le sang-froid de fer de madame Clement. Ces 4 éléments s'entremêlaient autour d'une seule idée, la préservation. St. Mary Mead était fière de préserver les choses, ses jardins soignés, ses scandales maîtrisés, sa foi intacte. Mais la préservation, mademoiselle Marple le savait, était la cousine polie de la tromperie. Elle entra dans son salon et alluma le feu. La petite flamme prit facilement, libérant la faible odeur de vieux papier des cendres en dessous. Son tricot était toujours posé sur la table, abandonné au milieu d'un rang, la laine enroulée comme une pensée inachevée. Elle prit son carnet et écrivit d'une écriture soignée. Quand un cœur s'arrête, qu'est-ce qui est soulagé? Puis, en dessous, à qui profite le silence? Au matin, la pluie avait cessé. Une lumière douce et incolore se répandait sur le village, ne révélant rien de nouveau et rendant tout trop ordinaire. Mademoiselle Marple se rendit à la poste sous prétexte d'envoyer une lettre à sa nièce, mais c'était en réalité pour le plaisir d'écouter. À l'intérieur, les conversations allaient tout bon train, animées, vives d'indignation. Madame Price Ridley était là, bien sûr, dispensant ses opinions comme s'il s'agissait de remèdes. « La femme du recteur doit être à bout de force », déclara-t-elle. « Quelle force d'âme! Imaginez-vous, soigner son mari après tous ces chocs successifs, et maintenant cette rechute.
C'est héroïque, à mon avis. Madame Bantry, qui rangeait ses paquets, renifla délicatement. Héroïque, peut-être. Mais j'ai toujours pensé que la force d'âme venait plus facilement aux personnes qui l'avaient planifiée. Mademoiselle Hartnell se pencha en avant. Vous voulez dire, s'y sont préparés? Oh non, bien sûr que non, répondit Madame Bantry d'un ton désinvolte, trop tard pour paraître innocente. Mademoiselle Marple sourit intérieurement. À Sainte Mary Mead, le déni n'était jamais vraiment un déni, mais simplement une invitation à tirer des conclusions. Quand elle sortit sur la pelouse, elle trouva le vicaire qui l'attendait, le visage pâle d'épuisement. « Ils disent que le recteur va mieux », dit-il d'un ton incertain, mais elle ne laisse personne le voir. Même pas moi. Elle dit qu'il doit se reposer. Tout à fait, murmura mademoiselle Marple. Le repos est essentiel, même si l'on peut se demander s'il est destiné au patient ou à la conscience. Il fronça les sourcils, ne sachant pas si elle lui faisait un reproche. « Je ne supporte pas cette attente. » L'enquête aurait dû y mettre fin, mais tout semble encore en suspens. Je suis allé dans la sacristie ce matin, et la corde de la cloche, elle a été coupée. Elle se retourna brusquement. Coupée? Oui, proprement, au niveau du nœud. Quelqu'un ne voulait pas qu'elle soit réutilisée. Le regard de mademoiselle Marple se posa sur le clocher de l'église, où la corde pendait immobile à travers la lucarne ouverte. « Ah !» dit-elle doucement. « Quand les gens ont peur des échos, ils font taire la cloche. » Il la regarda, impuissant. « Vous pensez que cela signifie quelque chose ? » « Tout a une signification, » répondit-elle, « surtout dans les endroits où rien n'est censé se passer. » Elle le laissa là, le visage empreint de confusion, et se dirigea vers le presbytère. La porte s'ouvrit avant qu'elle n'ait eu le temps de frapper. Madame Clement se tenait dans l'encadrement de la porte, à nouveau calme, les cheveux soigneusement coiffés. « Jane, » dit-elle chaleureusement, « merci d'être venue. Henry dort. » Le médecin dit que le calme est plus efficace que n'importe quel médicament. « Tout à fait, » répondit mademoiselle Marple. « Mais on ne sait jamais jusqu'où peut aller le calme, n'est-ce pas ?» Madame Clement sourit, les lèvres légèrement tremblantes. « Vous adorez les énigmes. Elles sont plus sûres que les vérités. » L'autre femme hésita, puis s'écarta. « Entrez, je peux vous offrir du thé, même si tout a le goût de désinfectant en ce moment. » Elles s'assirent dans le petit salon donnant sur le jardin. Les lys avaient enfin disparu. À leur place se trouvait un vase rempli d'hortensias, frais, bleus et blancs, le genre de combinaison de couleurs choisie par quelqu'un qui a besoin d'ordre. « C'était gentil de votre part de rester avec Henri hier soir, » dit Madame Clement. « Il se sent tellement réconforté de savoir que vous êtes près de lui. Il a toujours admiré votre stabilité. » Mademoiselle Marple inclina la tête. « La stabilité peut être utile, oui, surtout quand les autres tremblent. » Un silence s'ensuivit, le genre de silence qui permet de juger le caractère. Le regard de Madame Clement vacilla le premier. « Vous pensez du mal de moi, Jane. Je le sens. Peut-être que tout le monde le pense maintenant. Mais je n'ai fait que ce qui était nécessaire. Pour Henri, pour la paroisse. Il faut préserver les apparences. » La voix de mademoiselle Marple était douce. « Ma chère, je ne pense du mal de personne, mais la nécessité est une compagne dangereuse. Elle pousse à faire ce que l'on n'aurait jamais imaginé, puis nous convainc que c'était par gentillesse. » L'autre femme se leva brusquement et se dirigea vers la fenêtre. « Vous ne pouvez pas savoir ce que c'est que de protéger quelqu'un qui s'effondrerait s'il apprenait la vérité. Le cœur de mon mari, Jane, ne supporterait pas un nouvel échec. »« Peut-être, » dit doucement mademoiselle Marple, « mais les cœurs ne cèdent pas à cause de la vérité. Ils cèdent à cause de la peur qu'elle inspire. » Madame Clement se retourna, les yeux soudainement humides. « Vous êtes cruelle. »« Non, » dit mademoiselle Marple, « seulement observatrice. » On frappa à la porte.
Le policier entra, chapeau à la main, l'air contrit. « Excusez-moi, madame, mais je suis venu chercher la signature du recteur sur une déclaration. C'est une simple formalité. Puis-je le voir ?» Madame Clement se raidit. « Il se repose, je vous l'ai déjà dit. » Mademoiselle Marple intervint doucement. « Peut-être ne devrions-nous pas le déranger. Je peux m'en occuper si vous le souhaitez. » Après une pause, Madame Clement acquiesça. « Très bien. Mais faites du bruit. » Mademoiselle Marple suivit le policier dans l'escalier étroit. L'air se rafraîchit à l'approche du palier. En haut, la porte de la chambre du recteur était entr'ouverte. Elle frappa doucement. Pas de réponse. À l'intérieur, le révérend Clément était allongé, appuyé sur des oreillers, respirant régulièrement. La pâleur de la convalescence masquait quelque chose de plus ambigu, le calme de l'épuisement ou la paix de la résignation. Mademoiselle Marple s'approcha. Sur la table de chevet se trouvait un petit verre à moitié rempli d'eau. Un léger sédiment s'était déposé au fond, cristallin, presque doré. Elle ne le toucha pas. Au lieu de cela, elle ajusta la couverture et murmura un mot poli. Il ouvrit brièvement les yeux. « Jane ?» murmura-t-il. « Oui, mon cher ami. » Il sourit faiblement. Elle a dit que tu comprendrais. Puis il referma les yeux. Quand elle revint dans le hall, le policier était parti, ne laissant que l'écho de ses bottes sur le gravier à l'extérieur. Madame Clement se tenait au pied de l'escalier, les mains jointes. « Il dort paisiblement. »« Très paisiblement, » répondit mademoiselle Marple, presque comme si tout avait été réglé. La femme esquissa un sourire faible et crispé. Peut-être que c'est enfin le cas. Mademoiselle Marple la regarda longuement. « Vous avez beaucoup fait pour le protéger, comme n'importe quelle épouse. »« Ah !» murmura-t-elle. « Oui, bien que l'amour soit souvent un meilleur motif pour la vérité que pour la dissimulation. » Madame Clement ne dit rien. Elle se détourna, s'affairant autour des tasses de thé, avec le geste de quelqu'un qui a besoin de bouger plus que d'agir. Dehors, la cloche de l'église restait muette dans son clocher. La journée était devenue anormalement calme. Depuis la porte du presbytère, mademoiselle Marple se retourna une fois. À travers la fenêtre, elle vit madame Clement debout près de la cheminée, la tête baissée, la manche rougeâtre contrastant avec le mur pâle, aussi vive que la culpabilité qui refuse de s'estomper. D'un retour à son cottage, mademoiselle Marple ouvrit son carnet et écrivit 3 lignes. Cloche coupée, vers instable, paix trop parfaite. Puis elle le referma. L'air de la pièce s'était épaissi, lourd de l'odeur de la pluie passée depuis longtemps. Elle resta parfaitement immobile, les mains jointes, comme si elle attendait le moindre bruit, un souffle, un pas, un murmure de conscience rompant le silence. Et quand, enfin, l'horloge du clocher de l'église sonna une seule fois, timidement, presque accidentellement, mademoiselle Marple leva la tête et sourit. Le son unique s'évanouit comme un souffle sur une vitre. Mademoiselle Marple resta immobile pendant plusieurs secondes, le regard fixé sur la douce lueur de sa lampe. Il lui semblait que le village aussi retenait son souffle, attendant que sa propre conscience s'éclaircisse. Dehors, le soir tombait, légèrement métallique, l'odeur du fer humide s'élevant des grilles de l'église. Elle se leva enfin, enroula son châle plus étroitement autour de ses épaules et s'engagea dans la ruelle. St. Mary Mead semblait presque trop calme. Les rideaux étaient tirés de manière parfaitement symétrique. Les feux de cheminée brûlaient d'une luminosité respectable. Rien n'était déplacé. Seule une légère fumée s'échappant de la cheminée du presbytère trahissait la vie à l'intérieur. La respectabilité, pensa mademoiselle Marple, n'était pas la paix. C'était un camouflage. Et lorsque le camouflage s'épaississait, quelque chose bougeait toujours en dessous. La cloche de l'église, dont la corde était désormais coupée,
pendait silencieuse au-dessus d'elle alors qu'elle passait sous l'arche de la tour. La pierre sous ses pieds était humide et légèrement inégale, usée par des générations de paroissiens qui avaient marché sur les mêmes marches lors de cérémonies, de confessions et de reniements. La faible lueur des bougies à la fenêtre du presbytère attira son regard vers le haut, désormais stable, ne tremblant plus. La décision avait été prise, pensa-t-elle. Quelqu'un avait trouvé le courage ou le désespoir nécessaire pour achever ce que le camouflage avait commencé. Quand elle arriva à la porte, elle ne frappa pas. Elle se contenta d'attendre. En quelques secondes, le loquet se souleva. Madame Clément se tenait là, le visage pâle et tiré, un châle jeté à la hâte sur ses épaules. « Jane, » dit-elle doucement, « je savais que tu viendrais. » Mademoiselle Marple avait l'air sereine. « Alors vous devez aussi savoir pourquoi. »« Je pense que oui, » murmura Madame Clément. « Vous savez toujours quand quelque chose est terminé. » Elle se tenait face à face. Le couloir sentait légèrement le même désinfectant qu'auparavant, mais en dessous, il y avait une autre odeur, plus subtile et plus ancienne. De la cire et quelque chose de piquant, d'amer, comme un médicament renversé il y a trop longtemps. Henri se repose à nouveau, dit doucement Madame Clément. Il est très calme maintenant. Cela doit être un réconfort, dit Mademoiselle Marple. Oui, il a compris plus que je ne l'aurais cru. Je pense qu'il m'a même pardonné, même s'il ne l'a jamais dit. Le regard de Mademoiselle Marple ne vacilla pas. Le pardon vient facilement aux mourants. Ce sont les vivants qui ont du mal. Un petit silence s'installa entre elles, lourd mais pas hostile. Madame Clément détourna le regard la première. J'ai essayé de le protéger toutes ces années, de l'inquiétude, de la honte, de lui-même. Il n'a jamais su ce que cela m'avait coûté. Vous avez fait ce que beaucoup de femmes ont fait, dit doucement Mademoiselle Marple. Vous avez confondu loyauté et miséricorde. Un léger tremblement parcourut les mains de l'autre femme. Vous pensez que je l'ai tué? Non, dit Mademoiselle Marple. Mais je pense que vous avez tué la vérité, bien avant qu'il ne tombe malade. Et cela, ma chère, revient presque au même. Les mots restèrent suspendus entre elles comme de la fumée. Les lèvres de Madame Clément bougèrent, mais ce qu'elle voulait dire se dissipa dans un soupir. Il était faible, Jane. Il ne pouvait pas supporter le scandale. Le sacristain est venu le voir ce matin-là, pour lui faire part de sa découverte. L'argent manquant, les fausses entrées. Il avait l'intention d'en parler à l'évêque, de le forcer à rendre des comptes. Henri aurait été ruiné. Je ne pouvais pas permettre cela, pas après tout ce que nous avions construit. La paroisse, le respect, l'amour que les gens lui portaient. L'amour fondé sur une illusion dure rarement, murmura Mademoiselle Marple. Il nécessite des soins constants, un peu comme les lys, qui se fanent dès qu'on détourne le regard. Les yeux de Madame Clément se remplirent de larmes, mais elle ne pleura pas. Vous donnez l'impression que c'était délibéré. Ce n'était pas le cas. Le sacristain est venu tôt. Je voulais seulement le retarder, le raisonner. Il a refusé de m'écouter. Il a dit que la vérité était sacrée. La vérité, dit calmement Mademoiselle Marple, est souvent considérée comme un inconvénient par les pieux. Je lui ai servi un verre, continua-t-elle d'une voix tremblante. Quelque chose pour le calmer. Je ne savais pas qu'Henri avait laissé ces médicaments là, ces comprimés pour le cœur. Il avait pris l'habitude de les garder dans le tiroir de son bureau. Je pensais que c'était du brandy. Les gens se trompent rarement sur ce qu'ils souhaitent le plus oublier, dit doucement Mademoiselle Marple. Et pourtant, je vous crois, c'était un accident. Le reste, cependant, l'enveloppe, la clé, le silence, ne l'étaient pas. Madame Clément s'enfonça dans le fauteuil, près du feu, les mains jointes sur ses genoux. Je voulais seulement avoir le temps de réfléchir, mais le vicaire est arrivé.
Il avait trouvé les comptes et compris la vérité. Je l'ai supplié de garder le silence, pour le bien d'Henry. Il a accepté, le pauvre. Mais le secret ronge même les bonnes intentions. Je voyais qu'il le dévorait, jour après jour. Et quand il vous a dit hier soir que quelqu'un savait, dit mademoiselle Marple, vous avez compris que c'était fini. Les yeux de madame Clement rencontrèrent les siens, fatigués mais clairs. C'était vous qu'il voulait dire, n'est-ce pas? Mademoiselle Marple inclina la tête. Oui, même si j'ai appris il y a longtemps que révéler le péché apporte rarement du réconfort. Je ne suis pas venu pour me confesser, mais pour trouver la paix. Pour la première fois, la femme perdit son sang-froid. La paix, murmura-t-elle. Il n'y a plus de paix, seulement une vaine apparence. Mademoiselle Marple regarda vers l'escalier où la faible lueur de la lumière indiquait la chambre du recteur. Vous l'avez assez bien fait pour vous deux. Madame Clement se leva, ses mouvements délibérés, presque rituels. Elle se dirigea vers la cheminée, souleva la petite fiole qui s'y trouvait, celle que le docteur Haydock avait prescrite. « Il ne se réveillera plus, dit-elle. C'est fini maintenant. » La voix de mademoiselle Marple était calme. Vous lui avez épargné le scandale, alors. Mais vous vous êtes condamné à rester dans les mémoires. Je peux vivre avec ça, dit-elle simplement. C'est plus tranquille que la culpabilité. Elles restèrent longtemps silencieuses. Puis mademoiselle Marple se tourna vers la porte. Le policier va bientôt arriver. Il est très minutieux, mais gentil. Il appellera cela comme il se doit, un acte de miséricorde. Mais la miséricorde, ma chère, est le privilège de Dieu, pas le nôtre. La réponse de madame Clement fut presque un murmure. Peut-être que Dieu en avait assez d'attendre. Dehors, l'aube commençait à éclaircir le ciel. Les cottages sur la pelouse n'étaient en plus que des silhouettes grises, leurs cheminées laissant échapper de légers volutes de fumée. La corde de la cloche de l'église, toujours sectionnée, se balançait légèrement dans le courant d'air qui passait à travers les persiennes. Lorsque mademoiselle Marple arriva à la porte de son jardin, le premier oiseau avait commencé à chanter, un petit son hésitant qui tremblait, vacillait, puis se stabilisait en une mélodie. Elle s'arrêta pour écouter. C'était le même merle qui avait cessé de chanter le matin de la mort du sacristain. Peut-être, pensa-t-elle, même l'innocence s'arrête-t-elle pour réfléchir avant d'oser recommencer. Elle entra dans son salon et s'assit. Le feu s'était éteint, laissant un léger parfum de cendre et quelque chose de plus doux. Des hortensias, peut-être, provenant du vase qu'elle avait déplacé près de la fenêtre. Elle ouvrit son carnet une dernière fois et écrivit « Dans chaque village, la respectabilité n'est que de la peur arrangée en fleurs. » Elle posa son stylo. À travers la fenêtre, le soleil touchait le toit du presbytère, dorant ses cheminées avec une ironie tranquille. Quelque part, invisible, une porte s'ouvrit, peut-être celle du policier, peut-être celle du paradis. Et la voix douce d'une femme se fit entendre faiblement dans l'air du matin, trop basse pour être comprise, mais pas pour être comprise. Miss Marple ferma les yeux. Le village continuerait. Les offices, les thés, les commérages, le pardon accompli comme une prière. Et elle tricoterait à nouveau, écoutant, comme toujours, le moindre mouvement sous le confort. Cette petite hésitation avant le prochain tic-tac de l'horloge, le souffle qui sépare l'apparence de la vérité.